La Révolution française a peut-être pris fin à Paris, mais son héritage le plus durable ne se trouve pas en Europe. Il est sur un continent auquel vous ne vous attendriez pas. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Quand nous pensons à l'héritage de Napoléon, nous imaginons souvent ses batailles, Austerlitz, Waterloo et la carte de l'Europe redessinée. Mais Napoléon a laissé derrière lui un héritage bien plus subtil et puissant que ses conquêtes militaires. Un plan pour bâtir un empire non seulement avec des armées, mais avec l'administration, la loi et surtout avec une langue unique. Un plan que les puissances coloniales françaises utiliseraient plus tard pour construire leur vaste empire en Afrique. Le Code Napoléon, qui a remplacé les lois féodales par un cadre juridique moderne, était un concept révolutionnaire. Il a été conçu pour tout standardiser sous un système rationnel unique, mais il était aussi profondément français. Pour les territoires conquis d'Europe, le Code n'était pas seulement un nouvel ensemble de règles, c'était un cheval de Troie pour la langue française. Pour participer à cette nouvelle société, pour comprendre la loi et pour réussir, il fallait apprendre le français. C'est ainsi qu'est née une idée puissante, qu'une seule langue était la clé de l'unité, du progrès et du pouvoir. L'empire militaire de Napoléon s'est effondré. Mais cette idée, ce modèle d'un État unifié par la langue et la loi, ne s'est pas éteinte. Elle est restée latente dans la psyché française pendant des décennies. Avançons rapidement à la fin du XIXe siècle. Alors que les puissances européennes se partageaient l'Afrique lors de la course à l'Afrique, la France était armée d'une arme idéologique unique. Elle n'apportait pas seulement le commerce et des soldats, elles apportaient une mission civilisatrice. Et au cœur de cette mission se trouvait la langue française. Le projet colonial français était distinct de son homologue britannique. Alors que les Britanniques préféraient souvent la domination indirecte par le biais des dirigeants locaux, les Français poursuivaient une politique d'assimilation. L'objectif était de transformer les sujets coloniaux en citoyens de France, mais à une seule condition, ils devaient se débarrasser de leur propre culture, de leurs lois et surtout de leur langue, au profit de celle française. Le modèle napoléonien d'un État centralisé et linguistiquement uniforme était enfin mis à l'épreuve à l'échelle mondiale. Le français est devenu la seule langue du pouvoir et de l'administration. C'était la langue du gouvernement colonial, des tribunaux et de l'armée. Pour obtenir un emploi public, pour monter dans la hiérarchie sociale ou pour accéder à l'éducation, il fallait parler français. Il ne s'agissait pas seulement de communication, c'était une stratégie délibérée pour créer une nouvelle classe d'élite francophone, un pont entre l'administration coloniale et la population locale. Ces élites, éduquées en français, étaient censées être la colonne vertébrale de la nouvelle société civilisée. L'école est devenue un champ de bataille. Les élèves étaient souvent punis pour avoir parlé leur langue maternelle. La politique officielle était claire, les langues locales étaient des patois, des reliques d'un passé primitif qui devait être surmonté. La langue française, dans cette vision du monde, était la clé de la modernité, un outil de libération des traditions et superstitions locales. Mais cette libération a eu un coût élevé. Pour comprendre l'impact à long terme, examinons quelques exemples clés. Au Sénégal, les 4 communes étaient un cas unique. Leurs habitants ont obtenu la pleine citoyenneté française en 1916. Mais ce privilège était lié à une profonde transformation culturelle. Pour être citoyen, il fallait faire partie du système français, parler la langue française et vivre selon le droit français. La fracture linguistique entre ces citoyens privilégiés et le reste du pays reste une partie du tissu social du Sénégal, même aujourd'hui. En Algérie, la politique était encore plus brutale. En tant que département de la France, l'Algérie a été soumise à l'application la plus directe du droit et de la langue française. Les langues arabes et berbères ont été réprimées dans la vie officielle et l'éducation, créant des tensions linguistiques et culturelles profondes qui allaient alimenter la guerre d'indépendance algérienne.
La lutte n'était pas seulement pour la liberté politique, mais pour une identité culturelle qui avait été systématiquement attaquée pendant plus d'un siècle. Dans toute l'Afrique de l'Ouest française, l'imposition du français a créé une nouvelle lingua franca. Dans une région comptant des centaines de langues locales, le français est devenu la langue de l'administration et du commerce, une nécessité pour un État fonctionnel. Cela a créé un nouveau paradoxe. La langue même, qui avait été utilisée pour réprimer les cultures locales, est devenue le seul outil disponible pour l'unité nationale à l'ère post-coloniale. L'Empire est tombé, mais la langue est restée. Le français est aujourd'hui la langue officielle ou co-officielle dans 21 pays africains. C'est une langue du gouvernement, de l'éducation et du commerce international. Mais son héritage est profondément complexe. D'une part, c'est une force unificatrice, une langue partagée pour des nations aux groupes ethniques et linguistiques divers. D'autre part, c'est un symbole d'un passé colonial douloureux et une source d'inégalités modernes. La fracture linguistique, qui a été d'abord conçue par la politique coloniale française, existe toujours. Il y a souvent une séparation claire entre l'élite urbaine francophone, qui tient le pouvoir politique et économique, et les populations rurales qui parlent principalement leur langue locale. Cette fracture crée des obstacles importants à l'éducation et aux opportunités pour une grande partie de la population. Aujourd'hui, le concept de la francophonie, la communauté des pays francophones, est au cœur de cet héritage complexe. Pour certains, c'est une célébration d'un patrimoine culturel partagé et un outil de coopération internationale. Pour d'autres, c'est un projet néocolonial, un moyen pour la France de maintenir son influence sur le continent. Le débat sur son rôle et son avenir est en cours. Donc, quand nous pensons à la vision de Napoléon d'un empire bâti sur le droit et la langue, nous devons regarder au-delà de l'Europe. Nous devons regarder vers un continent où son fantôme plane encore, un héritage qui est à la fois un outil d'unité et une source constante de débat. Ses canons sont silencieux, mais sa langue résonne toujours. Et cela, en soi, est une victoire et un héritage très compliqué. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.